El Shaddai exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Adonai exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers amis panafricanistes. Je voudrais vous saluer avec respect mais avec beaucoup d'émotion quand même parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse des moments assez difficiles et pour qui se sent l'âme ivoirienne, on est un peu touché par tout ce qui se passe et puis on se dit qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous pour une émission très importante parce que je dois vous livrer un message de la FIDOP qui aura deux volets. Le premier volet, donc dans une première partie, je dois vous délivrer un message de la FIDOP. On a une déclaration relative aux élections législatives qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire le 6 mars 2021 dernier. Et puis, on a un deuxième message qui concerne l'actualité sociopolitique actuelle, notamment les obsèques de M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, décédé le 10 mars 2021. En introduction, toutefois, je voudrais dire que, chers compatriotes, chers amis, véritablement, le message de ce soir, c'est un appel à l'unité nationale, un appel aux retrouvailles des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face.
La Côte d'Ivoire va très 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 mal. Et c'est un peu comme si, depuis la grave crise post-électorale de 2010-2011, le sort s'abat sur la Côte d'Ivoire. C'est triste à dire, mais il faut le regarder, il faut voir la vérité en face. Depuis cette grave crise de 2010-2011, notre nation est fracturée. Le socle de notre nation est brisé. L'unité de notre nation a volé en éclats. À telle enseigne que lorsqu'un malheur, un grand malheur frappe la nation, frappe la République, les uns pleurent, les autres sont indifférents. S'ils ne se réjouissent d'ailleurs. Et depuis 2010, c'est le sort qui s'abat sur notre nation. Je ne veux pas ce soir refaire l'histoire de notre pays, mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et morale de reconnaître le triste sort de la Côte d'Ivoire depuis ces 10 dernières années, mais pour ne pas dire depuis ces 20 dernières années. Aujourd'hui, nous perdons un Premier ministre. Après, 8 mois auparavant, un autre Premier ministre. Il y a un problème. Depuis 2010, on a perdu d'illustres personnalités au sommet de l'État ivoirien. On peut dire encore, depuis que nous perdions Désiré Tagro, paix à son âme, on peut dire, bon, c'était dans le feu de l'action, on était encore en guerre, donc bon. Alors que les éléments que nous avons montrent très clairement qu'on était même sorti de la zone rouge, puisque c'est lui qui était sorti avec le drapeau blanc. Il a péri. Bon. Mais après lui, après ces drames de la grave période de crise, le 11 avril 2011, quand on sort de là, il y avait nécessité d'exorciser le mal, de nous retrouver, de nous réconcilier, de façon à ce que nous puissions faire un dans la République et avancer. M. Ouattara n'a pas voulu. Je le dis, mais avec tristesse. Et quand je dis M. Ouattara, mais c'est pareil pour tous ceux qui étaient autour de lui. Ahmed Bakayoko, Big Togo, Anne Ouleto, les Kadia Kamara, tout ce groupe-là, Patrick Hachi, tous ces gens-là, des Ivoiriens comme nous, qui ne peuvent pas dire à M. Ouattara, M. Ouattara, comme il appelle, Monsieur le Président, bon, on a gagné la guerre, on a pris le pouvoir, mais réconcilions, ressoudons le tissu social. Parce que quand une personnalité ministérielle ou premier ministériel décède, mais c'est toute la nation qui est affligée. Mais j'ai pas vu les uns et les autres s'émouvoir hier. Quand Ben Soumaoro décède, mais c'était glacé. Voilà, il est mort en exil. Voilà, incognito. Voilà. Ils sont nombreux comme cela. Je ne sais pas, mais les Paul Dokuy décède. C'est tranquille. Dans l'indifférence. Pourtant, ce sont des noms qui ont marqué notre pays. Des noms qui ont marqué. Paul-Antoine Boun-Boabré. Qui ne connaît pas ce nom? C'est dans l'indifférence. Parce que tant qu'on n'est pas réconcilié, tant qu'on n'est pas soudé, quand tu perds un parent, l'autre reste dans l'indifférence. C'est pas ça la République. La République a des symboles. Et les personnes qui servent la République au sommet incarnent la nation, incarnent la République. Et en premier, au premier chef, le président de la République. C'est pour cela que je vais dire un mot dans la deuxième partie, parce que c'est l'objet de la deuxième partie. L'article principal de la Constitution, je crois que dans la Constitution actuelle, c'est l'article 34, mais je vais y revenir. Non, c'était 34 précédemment, je crois qu'aujourd'hui, ça doit être peut-être l'article 54. Il incarne l'unité nationale. Le président de la République, c'est cela. Donc, tant qu'il n'est pas, il n'incarne pas cela, tant qu'il n'est pas élu dans les conditions reconnues par tous et tout, ça effrite la République, ça brise la République. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis obligé de le dire avec amertume, avec tristesse, parce que toute la nation aujourd'hui, on dit que c'est le deuil national pour M. Ahmed Bakayoko.
Si ce n'était pas la politique, c'était pratiquement des obsèques nationales. Quand je dis national, c'est pas quand la République se retrouve là sur le parvis, sur l'esplanade, la présidente de la République, on chante l'hymne national et tout. Non, mais tous les Ivoiriens ne se sentent pas concernés parce qu'il y en a qui ont souffert de lui. C'est pour cela même que l'oraison funèbre qu'a prononcé le médiateur de la République, je suis resté un peu sur ma faim. Parce que un médiateur de la République, de par la dénomination même de sa fonction, c'est quelqu'un qui est médian. À la limite même, il est au-dessus des partis politiques. Or, l'oraison funèbre qu'il a lu ce matin, concernant M. Ahmed Bakayoko, j'ai vu un peu un partisan qui disait, oui, il a souffert de celui-là, il avait... Non. Ressortez ce qu'il représentait d'unification pour la République. C'était l'un des rares au RHDP qui avait un peu d'humanisme en lui. Même si il a contribué à tous les massacres que nous avons subis. Je vous parle depuis l'exil. Je parle de Ahmed Bakayoko depuis l'exil. Vous voyez, on peut mourir en exil, comme on peut mourir au palais, comme on peut mourir au sommet de l'État, on peut mourir n'importe où. Ne faisons pas de souffrance autour de nous. Vanité, des vanités. Tout est vanité. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous livre premièrement la déclaration de la FIDOP et deuxièmement, je vais revenir un peu sur ce que je suis en train de dire en posant une question clé. Je vais y répondre rapidement et puis j'en aurai fini. Voici la déclaration qu'a produit la FIDOP relativement donc aux législatives qui se sont déroulées le 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. La déclaration comporte 4 petits chapitres en 12 points. Donc quand je lis les 12 points, la déclaration est terminée. Et nous passons à la phase de la deuxième partie de notre conférence et puis j'en aurai terminé. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bilan des législatives de 2021 en Côte d'Ivoire. 2 points. Il faut un nouveau contrat social aux Ivoiriens. C'est le titre de notre déclaration de la FIDOP et je reprends. Bilan des législatives de 2021 en Côte d'Ivoire. 2 points. Il faut un nouveau contrat social aux Ivoiriens. Premier chapitre. De la légalité ou de la légitimité du scrutin du 6 mars. Premier point. Après la présidentielle chaotique et meurtrière du 31 octobre 2020, qui a été boycottée à 90% par le peuple souverain de Côte d'Ivoire, c'est sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le RHDP se sont appuyés pour convaincre, pour ne pas dire pour détourner les principaux leaders de l'opposition d'aller aux élections législatives du 6 mars 2021 à travers ce qu'ils ont appelé le dialogue politique. Très malheureusement, à peine ces législatives achevées que le décès de M. Ahmed Bakayoko a été annoncé le mercredi 10 mars 2021 des suites d'un cancer, dit-on, alors qu'il venait d'être réélu député de sa ville natale, Séguéla. La FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, présente à nouveau ses condoléances les plus sincères à la famille du disparu et à toute la Côte d'Ivoire. Toutefois, la FIDOP insiste pour dire que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont plus que jamais besoin d'une réconciliation nationale profonde même, afin d'affronter ensemble, dans l'unité nationale,
les malheurs qui frappent toute la nation, plutôt que d'organiser des farces électorales ne visant qu'à consolider un pouvoir illégitime et illégal. Deuxième point, je vous ai dit qu'il y en a 12. Deuxième point, à l'issue de cette élection législative, qui est intervenue donc dans un flou juridique, il ressort, en tout cas il importe que nous analysions ce qui est ressorti donc des résultats proclamés par la commission électorale de M. Quilbert Koulibaly, résultats qui seront sans doute confirmés bientôt par le Conseil constitutionnel de M. Kone Mahamadou. D'abord, on nous a dit que le taux de participation était de 37,88%. Deuxièmement, on nous a dit que le RHDP, le parti au pouvoir, s'est octroyé la majorité avec 137 députés sur un total de 255. Troisièmement, on nous fait dire que toute l'opposition, globalement, s'en est sortie avec 91 députés. Et donc, 26 élus sont des indépendants. Troisième point. Ainsi, ces législatives suscitent pour la FIDOP deux questions fondamentales. Premièrement, donc première question, s'il est vrai que l'élection des députés de cette législature a eu lieu conformément à la constitution ivoirienne en vigueur, en son article 90 nouveau. S'il est vrai donc que cette élection était prévue dans la constitution, le fait que ces législatives aient été organisées par un pouvoir exécutif inconstitutionnel, donc illégal, le fait que ces élections aient été organisées par une commission électorale indépendante contestable et contestée, le fait que ces élections aient été organisées sur la base de listes électorales douteuses, et le fait que ces élections législatives aient eu lieu avec un découpage électoral qui, d'office, prévoyait 90 sièges réservés pour le RHDP, selon les dires même du directeur exécutif du RHDP, M. Adama Bictogo. Tout ceci ne remet-il pas en cause la légalité et la légitimité de ces nouveaux élus? C'est une question d'intelligence. Deuxième question, que pourront faire concrètement les députés de l'opposition qui sont minoritaires contre un régime dictatorial et contre un chef de l'État qui dicte la loi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est une question d'intelligence qui est posée aux nouveaux élus, à tous les élus de l'opposition, pour dire, nous avons voulu y aller, nous y sommes allés, mais maintenant là, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne, pour que naisse en Côte d'Ivoire une démocratie réelle et vraie? Quatrièmement, c'est pour toutes ces raisons évidentes, qui n'ont vraisemblablement pas de réponse, que la FIDOP, ainsi qu'avec Grad Afrique, avait produit donc une déclaration le 10 janvier 2021 pour dire clairement à tout le monde, aux Ivoiriens et à la communauté internationale, que nous prenons acte de la volonté des leaders des grands partis de l'opposition d'aller à ces législatives, malgré tout. Mais nous nous réservons d'y participer. Deuxièmement, donc deuxième chapitre, je vous ai dit que c'est en 12 points. On vient de finir le quatrième point. Le deuxième chapitre, du climat globalement apaisé du scrutin. Il y a nécessité de s'interroger et de dire un mot là-dessus. Point 5. Force est d'admettre que, contrairement aux autres élections passées, globalement, et sur toute l'étendue du territoire national,
l'élection législative du 6 mars 2021 s'est déroulée sans grand heure, donc sans aucun mort en Côte d'Ivoire. Bravo. En tant que des militants, des défenseurs des droits de l'homme, ceci constitue notre principale satisfaction. Car à la vérité, lorsque nous nous abstenions de cautionner ces législatives, il y avait cette crainte-là. Et donc, Dieu merci, l'élection s'est déroulée sans grand heure et donc sans aucun mort. Il importe toutefois de s'interroger sur le caractère, sur les raisons de ce caractère pacifique observé durant cette élection. Pourquoi avons-nous eu une élection législative sans heurts majeurs, donc sans aucun mort? Pourquoi? C'est le point 6. Pour nous, ce scrutin a été pacifique parce que tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, chaque camp tenait véritablement à aller à ces législatives pour des intérêts ou des objectifs qui sont propres à chaque camp. Du côté du pouvoir RHDP, aller à ces élections, il fallait qu'elles se tiennent tranquillement, pacifiquement, mais il fallait qu'elles se tiennent pour très vite faire oublier l'élection présidentielle meurtrière du 31 octobre 2021 ou 31 octobre 2020 où M. Ouattara n'a eu que 10% de taux de participation réel. Mais en même temps, il fallait aussi aller à ces élections-là pour le pouvoir en place, pour essayer de légitimer le pouvoir qui était attaqué de partout et qui a été humilié partout, qui a été pratiquement démystifié. Il fallait donc organiser ces élections. Et c'est pour cela que M. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, a joué ce grand rôle de convaincre l'opposition, de rassurer l'opposition dans ce qu'ils ont appelé le dialogue politique. De l'autre côté, les grands partis de l'opposition prenant acte de ce que le combat contre le troisième mandat présidentiel a été un échec du fait de leur désunion sur la stratégie pour combattre M. Ouattara et le RHDP dans ce troisième mandat, donc prenant acte de cela, ajoutez à cela le fait que les boycotts successifs étaient devenus lassants, l'opposition a estimé que c'était là l'occasion pour une issue de survie. À un moment donné, ayant échoué, dans leur entendement, ayant échoué, il fallait aller à ces élections pour ne serait-ce que exister un temps soit peu. Ce qui n'est pas notre avis, mais c'était leur point de vue. C'est pour cela que, de part et d'autre, les volontés étant claires d'y aller, il fallait donc que cela se fasse. Sinon, le régime au pouvoir n'a pris aucune disposition objective pouvant assurer la crédibilité, la transparence et l'équité du scrutin. Donc, n'eût été donc la bonne volonté de l'opposition qui tenait à aller à ces élections. Malgré tout, la Côte d'Ivoire aurait encore connu des troubles comme d'habitude, car c'est la même CEI, ce sont les mêmes acteurs de la CEI qui se sont encore malheureusement très tristement illustrés lors de ce scrutin. Troisième chapitre, avant-dernier, des graves dysfonctionnements de la CEI. Le point 7. L'exclusion de cette élection du 6 mars de certains candidats de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, notamment M. Kone Katina, M. Damana Adia Pikas, en violation flagrante de l'article 82 du Code électoral, aurait pu envenimer inutilement la situation, en tout cas le contexte électoral, et enflammer encore le pays. Heureusement que l'opposition a choisi de fermer les yeux sur cette autre injustice. Car à la vérité, c'était une injustice.
on ne peut pas dire qu'ils sont hors du pays depuis 5 ans, depuis 10 ans au Ghana. Pendant ce temps, d'autres Ivoiriens, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, puisque nous nous connaissons tous en Côte d'Ivoire, eux ont participé à l'élection. 2 poids, 2 mesures. Une république, c'est la justice et c'est l'équité. Le point 8. Comment comprendre qu'aussitôt, un jour après le scrutin, un document intitulé « Répartition des sièges remportés par parti ou groupement politique portant en en-tête Direction générale de l'administration » est signé par le directeur des circonscriptions administratives, un certain préfet Douin-Do Hurier. Comment comprendre qu'un tel document ait été diffusé partout sur les réseaux sociaux en annonçant déjà les résultats avant la CEI? Pourquoi la CEI, qui en réalité devrait être une institution indépendante du gouvernement, indépendante, n'a pas élevé là une vive protestation pour dire que ce n'est pas normal que moi, CEI, qui suis chargé de l'élection, ne donne pas encore les résultats et que ce soit le ministère de l'Intérieur qui le fasse? Pourquoi la CEI n'a pas manifesté là de mécontentement clair? Est-ce que ce n'est pas là le dévoilement d'une stratégie, une fraude institutionnelle instaurée par le RHDP qui a été ainsi dévoilée? Parce que c'est comme si le ministère faisait sortir ce document pour préparer les esprits et puis la CEI donnait tranquillement les résultats. Et c'est ainsi qu'on a failli, l'opposition a failli perdre Yopougon, tout comme, comment dirais-je, aujourd'hui, l'opposition a perdu Agboville, où les faits montrent très clairement que les élections ont été remportées par cette opposition. Le point 9. Dans plusieurs localités, des résultats sont contestés et plus de 100 cas sont transmis devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela va changer quelque chose? J'en doute très fort. Toutefois, au regard du scénario de Yopougon, où l'opposition a dû tempêter devant la presse pour arracher sa victoire au pouvoir, on est en droit de penser que la victoire du sieur Adama Bictogo à Agboville, qui avait été prématurément annoncée à la télévision nationale, avant même la commission électorale indépendante, est très douteuse. Et nous comprenons très bien la contre-attaque de la candidate qui est convaincue avoir gagné, Fleur Esther Akembo, que nous saluons au passage. Nous considérons qu'à la vérité, à Agboville, il s'est passé un hold-up électoral qui ne visait qu'à sauver la face du directeur exécutif du RHDP. Le point 10. À propos du taux de participation à cette élection, qui serait de 37,88%, il y a de quoi s'interroger. La présidentielle du 31 octobre 2020, le taux de participation qui a été présenté au monde par la CEI était de 54%. Un taux de participation de 54%. Là où il y avait le boycott de l'opposition, désobéissance civile, toute l'opposition n'avait pas participé à l'élection. Le taux de participation était monté jusqu'à 54%. Aujourd'hui, le parti au pouvoir, RHDP, il veut y aller. Il est gonflé à bloc. L'opposition, à part quelques personnalités de l'opposition, même nous sommes de la société civile qui avons émis des réserves. Mais l'opposition, les grands partis politiques de l'opposition, ils sont allés. Le taux de participation aujourd'hui, là, il est de 37,88%. Chers amis, soyons sérieux. On voit très bien que les chiffres de la présidentielle ont été majorés dans un but. Mais c'était mal connaître les Ivoiriens et même les médias nationaux et internationaux. À la vérité, le taux de participation de la présidentielle n'a été que de 10%. On voit là comment la CEI s'est fait avoir. Chers amis, dernier chapitre, et on aura fini avec la déclaration. Les perspectives et les recommandations de la FIDOP. Le point 11.
L'élection législative du 6 mars est désormais terminée. C'est vrai qu'il y a encore le contentieux devant le Conseil constitutionnel. Mais encore une fois que ça ne change grand-chose. L'opposition, il faut le reconnaître, s'en est sortie avec une moisson qui est moins humiliante. Avoir 91 députés de toute l'opposition devant un régime qui verrouille tout, qui a tout bouclé, qui a tout géré, CEI en poche, découpage électoral qui lui donnait 90 députés en avance sur l'opposition, des listes électorales que seul le pouvoir connaît, les intimidations, les fraudes, 91 députés, cela veut dire que si le scrutin était équitable et que toutes les conditions étaient réunies et que l'opposition avait eu l'occasion d'aller battre campagne dans le Nord, de placer ses candidats dans le Nord et que l'opposition avait tout stratifié dans une élection juste, ce n'est pas sûr que les RHDP pouvaient avoir ne serait-ce que 20 ou 30 députés. Ce n'est pas évident. Donc l'opposition est à saluer. Et en cela, je voudrais féliciter le président de EDS, le professeur Georges Armand Wagnet, mais également, je voudrais saluer le président Henri Konan Bédié, qui a piloté son équipe et qui aujourd'hui s'en sort moins humilié. L'opposition s'en sort globalement moins humiliée. En tout cas, félicitations, chers amis de l'opposition. Maintenant, le challenge de l'opposition, quel est-il? Car il y a un challenge. Le challenge de l'opposition aujourd'hui, c'est de reconquérir la confiance du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Car c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui a donné de l'onction à l'opposition dans l'élection présidentielle du 31 octobre, la farce électorale. Et ce peuple-là, il faut le dire tout net, s'est senti trahi dans la participation des grandes formations politiques de l'opposition à cette élection-là. Donc maintenant que l'élection est terminée, le premier challenge pour cette opposition-là, pour les grandes formations politiques, c'est de reconquérir la confiance du peuple de Côte d'Ivoire à travers des actes concrets. Maintenant, pour ce qui est du point 12, et nous en aurons fini, le dernier point. Il y a une urgence en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. La FIDOP considère qu'aujourd'hui, au sortir de cette élection législative, au regard du contexte national qui prévaut dans le pays, avec la mort de ce deuxième Premier ministre, avec toutes les ramifications que nous voyons sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire va très très mal. Et donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de bâtir l'unité nationale. C'est pour cela que c'est plus qu'impérieux aujourd'hui, la question de l'unité nationale. Et comment pouvons-nous obtenir l'unité nationale à l'heure actuelle, en ce moment, aujourd'hui? C'est à travers un dialogue national. Parce que le dialogue national est différent du dialogue politique. Parce que quand vous dites dialogue politique, vous excluez d'office toutes les couches sociales. Alors qu'il faut un dialogue national où tous les Ivoiriens se retrouvent pour que nous puissions bâtir ensemble un nouveau contrat social. Ce qu'on entend par contrat social, c'est-à-dire une nouvelle constitution, mais sans ambiguïté pour nous tous. Cela s'impose aujourd'hui. Et c'est dans les moments comme cela que des grandes décisions doivent nous habiter. Quittons dans les phases de conflit interpartis politiques, interpersonnels. Notre pays va mal. On perd un Premier ministre, ça n'émeut pas toute la nation, parce qu'on a perdu d'autres. Et ceux qui sont au pouvoir ne se sont pas émus. Donc voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, mes chers compatriotes. C'est pour cela que pour nous, la nécessité de ce contrat social-là, le dialogue national va porter sur quoi? Première chose, il y en a 4 recommandations. La première recommandation, quelle est-elle? Pourquoi aujourd'hui, au moment où nous parlons aujourd'hui de la mort de M. Ahmed Bakako, pourquoi on ne libérerait pas tous les prisonniers politiques demain matin? Pourquoi on ne le ferait pas? Pour repartir de plus belle, pour créer la cohésion, pour créer la réconciliation. Une Côte d'Ivoire où, lorsque quelqu'un est malade, une autre personnalité est malade, elle décède, toute la nation
touché. Dans notre pays, ça n'existe plus. Même quand il y a un qui meurt, on veut que l'autre décède. C'est ça la Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi? Mais parce que quand on a décapité Nguessan Toussaint, Nguessan Kofi Toussaint, mais ça n'a ému personne. Il y en a qui pleuraient d'un côté, mais les autres, ils s'en foutaient. Quelle est cette Côte d'Ivoire-là, chers amis? Première recommandation. On sort de cette crise aujourd'hui, après les législatives. On finit avec le décès de Louis Ahmed Bakayoko. On libère tous les prisonniers. Ça va donner de la chaleur aux Ivoiriens. Les retrouvailles aux Ivoiriens. Cela voudra dire que les morts successifs là nous ont parlé. Deuxième élément. Pourquoi on ne mettrait pas tout en œuvre pour réconcilier les Ivoiriens avec un engagement ferme de l'État de Côte d'Ivoire que dirige aujourd'hui M. Alassane Dramane Ouattara pour que M. Laurent Gbagbo rentre dans son pays? Pourquoi on ne le ferait pas? Mais pourquoi on ne le ferait pas tranquillement? Alassane, le président Laurent Gbagbo rentre, M. Blé Goudé rentre, tous les exilés rentrent. Bon, on va dire, attendons ce qui va se passer le 31 mars. Mais le 31 mars, ils seront acquittés encore définitivement. Il faudrait que M. Ouattara prenne les devants pour que la nation se retrouve, pour que la nation se ressoude. Troisième recommandation. À un moment donné, parlons-nous franchement. Dans le dialogue national, là, on va mettre 4 sur table. Le troisième mandat de M. Ouattara, là, il est illégal. Mais il est en cours. Et l'opposition y a participé à travers les législatives. Donc prenons acte de ce troisième mandat. Mais comme nous sommes dans un dialogue national, mettons 4 sur table qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Chers amis, pour bâtir une nation, il y a parfois des sacrifices à faire. On n'est pas d'accord avec le 3e mandat. Je fais partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec le 3e mandat. On monte, on descend. M. Ouattara n'est pas président de la République parce qu'il n'y a pas un 3e mandat. Mais à un moment donné, il faut que dans un forum de dialogue national, on se retrouve et qu'on mette la question sur la table. On dit, bon, nous on avait interprété la Constitution comme si. Les autres disent, non, on avait interprété comme ça. Bon, trouvons un juste milieu. Le 3e mandat est en cours. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on discute pour que les fils de la Côte d'Ivoire sortent grandis. Mais surtout, qu'il n'y ait plus de 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Il faut que ce soit clair pour nous tous. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Ce n'est pas en se dressant les uns contre les autres, en se défiant, parce que M. Ouattara ne peut pas nous vaincre. Si on reste dans cet état d'esprit, ce qui va se passer du côté de M. Ouattara ne va pas nous concerner, puisque ce qui se passe de l'autre côté ne le concerne pas. Cela fait 10 ans que des fils de la Côte d'Ivoire sont en exil, mais ça ne le touche pas. Il dit non, j'ai dit à tout le monde de rentrer. C'est trop facile. Pourquoi Laurent Gbagbo ne rentre pas? Pourquoi on ne parle que de report en report? Arrêtons de nous voiler la face. Affrontons les problèmes pour sauver la patrie. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis le dernier point, quand nous avons fait le dialogue national et que nous sommes convenus sur un certain nombre de points, on les met dans un projet de texte constitutionnel et qu'on fait voter aux Ivoiriens pour une réconciliation totale et définitive. Voilà, chers amis, la déclaration que la FIDOP a produite, que nous livrons aujourd'hui, ce mercredi 17 mars 2021, par les soins du président fondateur de la FIDOP que je suis, Dr Boga Sako Gervais. Je vous fais cette déclaration depuis Rome. Voilà pour ce qui est de la déclaration de la FIDOP. La deuxième préoccupation, et on aura fini très rapidement avec cette émission. Chers amis, chers compatriotes, chers frères et sœurs, le 8 juillet 2020, on perdait M. Amadou Gon Coulibaly. 8 mois plus tard, le 10 mars 2021, nous perdons Ahmed Bakayoko. Un visage très connu à travers le monde. Surtout qu'il était dans le monde du showbiz, ami des artistes, qu'il invitait, il avait les moyens d'en inviter, et tout. Très bien.
Mais la question que je m'avais posée, et c'est la deuxième partie de cette émission très rapidement. Est-ce que nous nous sommes une fois interrogés, assis chez nous? Est-ce que nous nous sommes déjà interrogés pour savoir et si c'était M. Alassane Ouattara que Dieu avait rappelé à lui? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire serait devenue aujourd'hui? Non, je veux le dire, mais très sérieusement, chers compatriotes. Est-ce que il vous est arrivé de réfléchir pour vous dire, et si c'était M. Ouattara qui était décédé? Les gens, en posant cette question, il y en a qui vont dire, mais ils vont maudire Dr Boga, mais c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Laissez-moi vous donner une image qui m'a frappé. J'ai regardé le 20 janvier dernier la prestation du serment du président de la République américaine, Joe Biden. Mais quelque chose m'a frappé et j'ai appelé mon ami américain. J'ai quand même des amis aux États-Unis. Il y a un détail. Regardez très bien. Dans la cérémonie de prestation de serment, le 20 janvier, avant que M. Joe Biden ne prête serment, on fait prêter serment à la vice-présidente, d'abord. Et donc, j'ai tiqué et j'ai compris. Mais j'ai appelé quand même mon ami des États-Unis pour lui demander, pour être sûr que ce à quoi j'ai pensé, c'était exactement cela. Vous devez le comprendre. La République, c'est la continuité. Et un pays qui se respecte, on prend toutes les dispositions pour que jamais la République ne soit cassée. La continuité de la République soit interrompue. Jamais. C'est pour cela que les Américains, ils font d'abord prêter serment à la vice-présidente ou au vice-président. De sorte qu'en prêtant serment, s'il arrivait malheur au président de la République élu, la vice-présidente ayant déjà prêté serment, elle prend la présidence. En attendant qu'on applique la loi pour voir si on refait d'autres élections pour trouver, etc. Vous voyez comment c'est prévu par la République. Donc ce que je fais ce soir à travers cette question de fond que je pose aux Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes qui m'écoutent, du RHDP, du PDCI, du FPI, à tous les citoyens de mon pays. S'il arrivait malheur à M. Ouattara, aujourd'hui même, que serait la Côte d'Ivoire? Laissez-moi vous dire, la Côte d'Ivoire s'envolerait en éclats immédiatement. Pourquoi? Les raisons sont évidentes. Chaque jour que Dieu fait, c'est Dieu qui bénit notre pays. Parce que ce qui est arrivé à M. Ahmed Bakayoko, ou précédemment à M. Gon Coulibaly, mais si c'était M. Ouattara, on était foutus. Pourquoi? Parce que, premièrement, on n'a pas de vice-président. Hein? Il n'y a pas de vice-président de la République. Il n'y en a pas. Bon, un pays où on n'a pas de vice-président, c'est-à-dire que les textes sont là, mais les textes ne sont pas appliqués. Il y a un vide. Si le président, il lui arrive malheur aujourd'hui, on va avoir un problème dans la petite période de transition avant de faire de nouvelles élections. C'est compliqué, chers amis. Je vous dis la vérité. Deuxièmement, M. Ouattara a dit au monde entier qu'au RHDP, là, en dehors de lui, il n'y a personne de capable pour prendre la relève. C'est ce que M. Ouattara a dit. Il dit que quand lui n'est pas là, il n'y a personne. C'est un cas de force majeure. Bon, à rappeler à Dieu, il n'a pas pu trouver quelqu'un. Et même, je cite, M. Patrick Hachi, qui aujourd'hui est Premier ministre par intérim, là, il disait sur France 24 qu'on a perdu notre candidat, et là, vraiment, on ne peut pas, il n'y a personne, on n'est pas prêt, si on peut... Non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il arrivait, je touche du bois. Vous savez, nous sommes chrétiens, nous sommes des croyants, on ne peut pas sauter le balai, mais j'analyse les faits. Si un tel malheur nous arrivait aujourd'hui, les gens du RHDP qui sont en train de se bouffer pour la succession là, entre eux, ils vont se tirer dessus.
et notre pays va s'écrouler. Parce que les textes prévoient pour que la République reste debout. Mais M. Ouattara ne veut pas appliquer. Il y a un vide dans notre pays. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un vice-président, il y a un premier ministre par intérim, il y a un président de l'Assemblée nationale, mais on est en pleine élection de l'Assemblée nationale qui est en train de se renouveler. S'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays aujourd'hui, que ça touche le chef de l'État, on fait comment? Troisième argument qui est plus grave. Le chef de l'État actuel, là, il n'est pas élu sur des bases constitutionnelles réelles, disons-le très clairement. Il est contesté. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens que nous voyons là, que nous sommes là, le chef de l'État Ouattara est contesté? Il y a un problème qui se passe avec lui et qu'il ne peut pas assumer ses fonctions. Il lui arrive un malheur. Vous pensez qu'on va rester là et puis quelqu'un qui est illégitime, qui est illégal dans le RADP même, où on doutait même de leurs compétences, de leurs capacités, va venir succéder à M. Ouattara? C'est grossier. C'est impossible. Notre pays va exploser. Notre pays va exploser. Quand je vous décris cette situation-là, c'est pour vous dire, chers compatriotes, il y a urgence. Il y a urgence dans notre pays. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes en danger. Parce que nous sommes des mortels. Moi, je prends toujours des avions. Je viens d'arriver de Paris. Descendre à Rome. Et un malheur arrive. Mais docteur Boga, c'est docteur Boga. C'est ma famille. Elle va souffrir. Des personnes qui me connaissent et tout cela. Mais la République doit tout prévoir. C'est pour cela que dans les moindres détails, c'est ce livre-là que j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? À lui seul, il incarne la nation. Il incarne l'unité nationale. À lui seul, il est le socle de la République. C'est pour cela que ce n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que son élection, son arrivée au pouvoir, ce n'est pas n'importe qui. Chers amis, souvent les gens pensent que, oui, comme ils sont au pouvoir, nous autres on s'en fout. C'est notre pays. Ouattara là, on l'aime pas, il est à la tête de notre pays. S'il lui arrive malheur, on fait comment? C'est pour cela que nous devons prendre des dispositions pour ne pas que quelque chose arrive à ce monsieur, mais en même temps à notre pays. Chers amis, il y a urgence. Mettons l'unité nationale en marche. Créons un forum de dialogue national pour que nous puissions nous parler et qu'on puisse tout mettre en plat. Nommer un vice-président, il faut qu'on consolide notre République. Parce que si Ahmed Bakayoko était humain, il était mortel, Dieu l'a rappelé, Dieu a décidé. Mais si Dieu décide pour Gon Coulibaly, il décide pour Boga, il décide pour Paul, il décide pour Pierre, mais il peut décider aussi pour un chef de l'État qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais notre pays peut exploser. Chers amis, c'est le message que je voudrais vous envoyer ce soir. Ne jouons pas avec notre pays. Ne jouons pas avec la République. La mort de M. Ahmed Bakayoko doit nous dire qu'il y a urgence à la demeure. Nul n'est à l'abri. Nous sommes des mortels. Il n'y a que Dieu seul qui a le droit de vie et de mort sur chacun de nous tous. Un président de la République, il prend les dispositions pour que la République soit debout. De façon à ce qu'à tout moment, la République puisse continuer à vivre. Ne mettons pas la République par terre pour ne pas que notre pays soit par terre. Parce que si notre pays est par terre, chers amis, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui sera touchée, mais c'est toute l'Afrique qui sera touchée. Et même le monde entier qui bénéficie du cacao, qui bénéficie des richesses de notre pays, à commencer par la France. Tous ces États-là seront touchés. Notre pays n'appartient pas à M. Ouattara. Pour que déjà, après Ahmed Bakayoko, il positionne son petit frère Ibrahim Téné Brahima Ouattara. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Mettons-nous ensemble dans un forum de dialogue national pour bâtir les fondements d'une république vraie, pour que la Côte d'Ivoire renaisse. Même si le troisième mandat est anticonstitutionnel, au cours d'un dialogue national, on peut trouver des voies et moyens pour s'en sortir, pour sauver notre pays. Parce que ce pays-là, on n'a que lui. On n'a personne, on n'a rien d'autre. On erre dans les pays des gens, en Europe, aux États-Unis, mais ce n'est pas chez nous. Ce qui nous est cher, qui nous coûte cher, ce drapeau qui nous coûte si cher, c'est la Côte d'Ivoire, notre patrie. De grâce, M. Ouattara, sauvons la Côte d'Ivoire, libérons les prisonniers, faisons en sorte que tous les exilés rentrent, pour que nous puissions bâtir ensemble une nouvelle Côte d'Ivoire. Les élections vont passer, ce n'est rien ça.
Le pouvoir là, il ne va pas t'emmener au paradis. Battons-nous pour bâtir une nation, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Et non pas le bonheur des uns contre les souffrances des autres. Que Dieu fasse entendre les propos que j'ai prononcés ce soir, sans haine, sans fleuriture, sans rancœur, contre quiconque. C'est parce que je pense du bien de notre nation et je voudrais vraiment que nous puissions nous relever de toutes ces souffrances, de toutes ces difficultés. Que Allah accueille Ahmed Bakayoko, malgré le mal qu'il a pu nous faire, que Dieu lui pardonne. Et que Dieu ait sa main toujours sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. El Shaddai exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Oh mon Dieu exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Adonai exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Oh mon Dieu exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Mon Dieu, exauce ma prière. Moi je veux